Une fille de 10 ans disparaît sur le chemin de la maison. Quelques jours après, la famille reçoit des appels étranges. Personne ne parle, seule une musique joue puis l'appel coupe. Une lettre arrive par la poste. Les mots n'ont pas été écrits, ils ont été découpés et collés là. Le ravisseur exige de l'argent et la police pense qu'il y a encore du temps. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet enfant était déjà enfermé dans un endroit où personne ne l'entendrait jamais. Je suis Marcos Campos et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire d'un enfant dont la disparition a changé à jamais une petite ville d'Allemagne. Laissez un like, un commentaire, même juste un emoji. Passons aux faits. Née le 24 novembre 1970, en Allemagne, Ursula Herrmann était décrite par tous comme une fille intelligente, gentille et pleine de vie. Elle était la benjamine de 4 enfants, aimait beaucoup la gymnastique et jouait du piano. Elle a grandi dans une famille unie, près du lac Ammersee en Bavière. Mais cette apparente vie de famille paisible, où tout semblait en ordre, allait changer un mardi, le 15 septembre 1981. Quand Ursula avait seulement 10 ans, rien ce jour-là n'indiquait que ce serait la dernière fois qu'Ursula rentrerait à la maison. Cela semblait être un jour comme les autres. Ursula venait de retourner à l'école après les vacances d'été et après le premier jour de classe, elle est rentrée chez elle normalement comme elle le faisait toujours. Elle a pratiqué le piano avec son frère à la maison, puis elle a pris son vélo et est allée au cours de gymnastique qui se trouvait près de chez elle. Après la fin du cours, Ursula est allée chez sa tante, où elle avait prévu de dîner. Et elle est partie de là peu avant 7h30 du soir, avant que la nuit ne tombe. Le trajet jusqu'à chez elle durait environ 10 minutes à travers une forêt. C'était un chemin qu'elle empruntait toujours, même s'il semblait apparemment très dangereux et sombre. Mais cette fois, elle n'est pas rentrée chez elle. C'était un trajet court, connu de tous et considéré comme sûr pour tout le monde dans cette région. Peu avant 8h du soir, la mère d'Ursula a appelé sa tante pour savoir ce qui se passait. On lui a dit que sa fille était déjà partie de là depuis presque une demi-heure. Et, comme elle aurait déjà dû être à la maison, la panique s'est emparée de la famille presque instantanément. Le père d'Ursula s'est dirigé vers la maison de son frère, empruntant le chemin qu'elle avait l'habitude de prendre, mais aucun signe de la petite Ursula n'a été trouvé. La police a alors été appelée et une équipe de recherche a rapidement été formée pour retrouver l'enfant disparu. À ce moment-là, la police considérait encore l'affaire comme un possible retard de l'enfant. Quelque chose aurait pu arriver, mais personne ne le savait encore. Personne n'imaginait, en réalité, qu'il s'agissait de quelque chose de bien pire. Des amis, des membres de la famille, des voisins et des connaissances se sont réunis pour aider la police locale ainsi que les pompiers, qui étaient là pour retrouver la petite fille. La nuit était complètement noire, il n'y avait pas de lune et la végétation était dense. Pour compliquer les choses, une forte pluie a commencé à tomber et les chiens pisteurs ont été amenés pour essayer de suivre la trace que la petite fille aurait pu prendre. Peu avant minuit, l'un des chiens a identifié positivement l'odeur d'Ursula. Il a alors conduit la police à l'intérieur de cette forêt. Jusqu'à ce moment-là, aucune piste concrète n'avait été trouvée, mais cela était sur le point de changer. Là, ils ont trouvé un petit vélo rouge, à environ 20 mètres d'un chemin de terre, et il est vite devenu évident que le vélo appartenait à Ursula. Son odeur s'est arrêtée là où se trouvait le vélo, et sachant que la pluie allait gêner les chiens pisteurs, la recherche s'est intensifiée à pied, avec de nombreux volontaires. Le matin alors, la nouvelle de la disparition de la fillette était partout. Des centaines de personnes ont fouillé la zone. La police a fait appel à des plongeurs qui ont fouillé le lac Ammersee, mais leurs efforts n'ont pas permis de trouver d'autres indices. Elle s'est tout simplement volatilisée, disparue. Mais on sait bien que ce n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Le 17 septembre, 2 jours après que Ursula ait été vue pour la dernière fois, sa famille, la famille Herrmann, a commencé à recevoir des appels étranges concernant la disparition de leur fille. Pendant qu'ils attendaient à la maison, désespérés d'avoir des nouvelles de la fillette et se remettant de longues heures de recherche, le téléphone a sonné. Le père d'Ursula a décroché, mais personne ne parlait de l'autre côté de la ligne. Après quelques secondes, une musique s'est fait entendre. Puis l'appel a été coupé.
Le père d'Ursula a reconnu la musique. C'était un jingle diffusé sur une radio locale. La famille a immédiatement contacté la police et à partir de ce moment-là, tous les appels reçus à la maison ont commencé à être enregistrés et également tracés. Dans l'espoir, bien sûr, que la personne qui faisait cela fournisse de nouveaux indices sur la localisation d'Ursula. 3 autres appels ont été reçus dans les heures qui ont suivi et ont suivi le même schéma. Silence, suivi d'un jingle publicitaire. Jusque-là, la police n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle ne savait pas si elle avait affaire à une disparition, à un maniaque ou à un crime. Cette lettre a répondu à cette question. Le lendemain, le 18 septembre, peu après midi, le facteur est arrivé chez eux. En plus des lettres habituelles, il y avait une enveloppe adressée au père d'Ursula, marquée comme urgente. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite avec des lettres découpées dans divers journaux et magazines, qui semblaient avoir été assemblées à la hâte. Cela, bien sûr, attira l'attention de tous les impliqués dans l'affaire. À la lecture de cette lettre, le père d'Ursula s'est effondré. « Nous avons enlevé votre fille. Si vous voulez la revoir vivante, vous devrez payer 2 millions de marks allemands comme rançon. » Quiconque était avec Ursula avait tout planifié pour que la lettre soit remise ce jour-là. La lettre parlait aussi des appels étranges que la famille avait reçus. Et elle indiquait que, lors du prochain appel, après que le jingle ait retenti, ils devaient confirmer qu'ils allaient payer la somme demandée. Le passage disait ceci: « Dites simplement si vous allez payer ou non, si vous allez appeler la police ou ne pas payer. Nous allons tuer votre fille. » Malheureusement, les appels ont commencé avant même que la famille ne reçoive la lettre, alors que la police avait déjà été informée. Les Hermann n'étaient pas très aisés, malgré leur quartier relativement riche. Cela était dû au fait que la maison avait été construite il y a de nombreuses décennies. Même ainsi, ils ont fait tout leur possible pour réunir l'argent de la rançon, recevant l'aide de voisins et d'amis qui faisaient eux des dons en argent. Cela a assuré aux Hermann qu'ils pourraient payer les ravisseurs, les criminels. Lorsque le téléphone a sonné, plus tard dans la journée, la mère d'Ursula a répondu et a dit que la rançon serait payée. Elle a également demandé une preuve de vie car elle voulait s'assurer que sa fille allait bien. Elle a supplié disant « Parle-moi, dis quelque chose à propos d'Ursula. » Mais ensuite, la communication a été coupée. Quelques jours plus tard, un lundi, le 21 septembre, 6 jours après la disparition d'Ursula, une deuxième lettre est arrivée avec les mêmes mots découpés que dans la première. Cette fois, la lettre était plus précise concernant les exigences. Celui qui était avec Ursula a exigé que la rançon soit payée dans une valise contenant des billets de 100 marks. La lettre n'indiquait pas de lieu de remise, mais exigeait que le père d'Ursula suive seul l'autoroute et qu'il soit dans sa propre voiture. Et il ne devait pas dépasser les 90 km à l'heure. Les exigences étaient trop spécifiques pour un crime de ce genre. La famille a accepté et a attendu d'autres instructions sur le lieu et l'heure du rendez-vous, mais aucune lettre ni appel n'est ensuite arrivée. 2 semaines après le premier appel téléphonique, il n'y avait plus d'instructions de la part des ravisseurs, et la famille Hermann commençait à perdre espoir. Qu'il se soit agi d'une mauvaise blague ou d'une véritable négociation de rançon, on ne le sait pas, mais c'est cette piste principale que l'enquête a suivie pendant des semaines. La forêt a été fouillée une fois de plus par la police armée, avec une force de plus de 100 hommes cherchant à pied, en plus de 10 chiens pisteurs. La zone de recherche a été divisée, garantissant que cette fois, aucun indice ne serait laissé de côté. La nouvelle recherche a duré 4 jours épuisants, jusqu'au dimanche 4 octobre, soit 19 jours après la disparition d'Ursula. Le dernier jour, vers 9h30, un policier a crié avoir trouvé quelque chose. À 800 mètres du chemin autour du lac Amersée, une clairière cachée entre quelques arbres abritait un objet solide découvert par un policier sondant le sol avec une baguette. Après avoir entendu les cris, d'autres policiers se sont précipités dans la clairière où ils ont trouvé une couche de boue sous une couverture qui reposait sur une grande planche de bois. Lorsqu'ils ont retiré cela, ils ont trouvé une plaque qui semblait être le couvercle d'une petite boîte verte, enterrée là dans le sol. La boîte mesurait environ 72 cm sur 60 cm et était verrouillée avec 7 vis. Les policiers savaient déjà qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de terrible,
mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient voir ensuite. Les policiers ont utilisé une pelle pour ouvrir ce qu'ils avaient retrouvé, et l'odeur de la mort a aussitôt envahi la pièce. En regardant à l'intérieur de cette boîte, ils ont vu quelque chose qui les troublerait pendant de nombreuses années, peut-être pour le reste de leur vie. À l'intérieur de cette petite boîte se trouvait le corps sans vie d'Ursula Herrmann, âgée de seulement 10 ans, et elle y aurait été abandonnée depuis plusieurs jours. 2 détectives ont été chargés d'annoncer la nouvelle aux parents d'Ursula à leur domicile. Et c'était à une courte distance. On pouvait y aller à pied. Alors que la mère de la jeune fille était trop effrayée pour poser la moindre question, le père demandait sans cesse « Ma fille a-t-elle été torturée avant de mourir ?» Lorsque l'autopsie a été réalisée, le médecin légiste a conclu qu'Ursula n'avait pas été torturée. En réalité, il n'y avait aucune trace de lutte sur son corps, ce qui a amené les enquêteurs à croire qu'elle avait été droguée avant d'être placée dans cette boîte, alors qu'elle était encore en vie. Autrement dit, Ursula était morte par manque d'oxygène seulement 30 minutes après avoir été placée dans cette boîte. Elle n'est pas morte pendant l'enlèvement, elle est morte en attendant d'être secourue. La boîte a été examinée et il est devenu clair que celui qui avait enlevé Ursula avait vraiment l'intention de la garder en vie pour garantir une rançon. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé un petit siège qui servait aussi de toilette. Il y avait aussi une étagère, 3 bouteilles d'eau, 12 canettes de soda, des biscuits, des chewing-gums, du chocolat et une grande variété de livres. Et aussi une radio réglée sur cette station locale où le jingle passait. Ce même jingle que ses parents ont entendu, désespérés, tant de fois. Sans aucun doute, cet enlèvement était déjà planifié depuis un certain temps. La boîte souterraine avait aussi une lumière et des tubes qui montaient jusqu'à la surface. Mais ce que le ravisseur n'a pas compris, c'est comment la ventilation adéquate fonctionnait. L'air ne circulait tout simplement pas comme ce tueur sadique l'avait imaginé. Ursula était morte avant même de se réveiller. Les enquêteurs pensaient qu'une fois que les parents d'Ursula avaient accepté de payer la rançon, le ravisseur était retourné à la clairière pour s'assurer qu'elle était encore en vie et prête à être échangée contre l'argent. Quand ils sont descendus, ils se sont rendus compte que le plan avait terriblement mal tourné et que l'enfant était morte. C'est probablement pour cette raison que les parents d'Ursula n'ont pas eu de nouvelles des ravisseurs pour convenir d'une heure, d'un lieu, d'une date pour effectuer cet échange. Après tout, ils n'avaient dit plus rien à échanger. Après avoir retrouvé le corps d'Ursula, la police, désespérée de trouver des indices, a offert une récompense de 30 000 marks allemands pour toute information sur l'identité du coupable. Le commissariat a été inondé de pistes et bien qu'elles aient toutes été vérifiées, elles n'ont mené nulle part. Cependant, de nombreux signalements anonymes ont conduit les policiers à Werner Mazurek, un mécanicien local connu sous le nom du géant barbu. Werner vivait avec sa femme et ses 2 enfants à un peu plus de 200 mètres de la maison des Herrmann. Il a été découvert qu'il avait de graves problèmes financiers et de nombreuses dettes. Werner a été interrogé par la police une semaine après que le corps d'Ursula a été découvert. Et au début, il n'a pas pu fournir aux enquêteurs son emplacement le jour où Ursula a disparu. Un jour après avoir été interrogé pour la première fois, il a dit à la police qu'il était chez lui avec sa femme et quelques amis en train de jouer. La maison et l'atelier de Werner ont été fouillés, sans rien trouvant le lien au crime. En examinant à nouveau la boîte en bois, la police a réussi à obtenir des empreintes digitales qui avaient été laissées sur un ruban à l'intérieur. Werner a soumis ces empreintes digitales pour examen, mais aucun lien positif n'a été trouvé. Mais cela n'a pas dissipé les soupçons de la police à son égard. En février 1982, Klaus Plafinger, un alcoolique, s'est adressé à la police et a avoué qu'il avait creusé un grand trou pour Werner quelques mois auparavant. La police avait enfin une piste à suivre. Ils ont alors demandé à Klaus de les conduire à l'endroit où il avait creusé ce fameux trou, espérant qu'ils seraient conduits à l'endroit où Ursula avait été retrouvée. Cette clairière, mais l'homme a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Plus tard, il s'est avéré que les enquêteurs n'avaient pas enregistré les aveux de Klaus, et il a nié avoir dit quoi que ce soit à la police par la suite. Son ex-femme a également déclaré plus tard que c'était un homme paresseux et qu'il n'aurait jamais accepté de creuser un grand trou pour qui que ce soit, même pas en étant payé. L'affaire a continué d'être enquêtée jusqu'à ce qu'elle s'essouffle lentement et soit classée en 2007. Mais même après tout ce temps,
Avec la pression de Michael Hermann, le frère d'Ursula, et les avancées de la technologie médico-légale, la police a annoncé qu'elle rouvrirait l'enquête. Et elle a décidé de réexaminer toutes les preuves trouvées à l'époque, découvrant, dans les archives poussiéreuses du commissariat, que plusieurs cheveux collectés dans la boîte n'appartenaient pas à Ursula. Le matériel a été envoyé pour analyse acide désoxyribonucléique, dans l'espoir qu'une correspondance soit trouvée pour les rapprocher de la résolution de l'affaire, et heureusement, une correspondance a été trouvée. Selon les spécialistes, le cheveu appartenait à un jeune homme, à peu près du même âge qu'Ursula, avec une précision de 60%. Cependant, ce suspect n'était pas enregistré dans la base de données. Et, en raison des coûts d'une enquête de ce niveau, la police a décidé de faire une pause pour lever des fonds et continuer un jour. Désespéré de trouver justice, le frère d'Ursula a lancé une campagne et en quelques mois, les détectives étaient de nouveau sur l'affaire. Les policiers ont alors réexaminé leurs soupçons précédents contre Werner Mazurek et la police a décidé de le placer sous surveillance, à son insu évidemment. La police le suivait partout, avait mis sa maison sur écoute et écoutait ses appels téléphoniques. La police a également fouillé sa maison et, cette fois, a trouvé quelque chose. Un vieux magnétophone qui a été emporté pour être examiné. L'expert a indiqué que le magnétophone aurait pu être utilisé pour passer les appels sinistres que la famille Hermann recevait à l'époque de l'enlèvement. Et cela a été confirmé par la suite. Alors, la police a décidé qu'elle avait suffisamment de preuves circonstancielles pour enfin arrêter Werner, après des années sans réponse. La police avait besoin d'un coupable, et pour beaucoup, ce coupable avait déjà un nom. Et ainsi, en février 2009, le procès a commencé dans la ville d'Augsbourg. Werner a maintenu son innocence tout au long du procès et a lu une déclaration de plus de 20 pages devant le tribunal dans laquelle, entre autres, il a affirmé « Je sais que je n'ai certainement pas été un bon citoyen, parfois grossier, et on a souvent essayé de me faire passer pour une mauvaise personne, mais je n'ai rien à voir avec ce crime. » Cependant, même avant le début du procès, il était déjà clair que les gens le considéraient comme coupable. Ses amis, ses voisins et tous ceux qu'il connaissait se sont retournés contre lui. Chacun avait des histoires sur Werner mentionnant des faits et comportements étranges avant l'enlèvement d'Ursula. Son profil psychologique, combiné avec la justification avancée par les procureurs pour le crime et aussi avec la thèse selon laquelle il avait besoin de l'argent de la rançon pour payer ses dettes, a été décisif pour sa condamnation, même s'il y avait très peu de preuves matérielles réellement contre lui. Le ministère public a utilisé la confession que Klaus Plafinger avait faite des années auparavant, cette confession à propos de creuser un trou et tout ça. Cette confession qui avait été faite et que son ex-femme avait affirmé qu'il ne ferait pas parce qu'il était paresseux. Le procès était en fait joué d'avance et Werner Mazurek a été condamné à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre d'Ursula Hermann. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans un rebondissement de l'affaire, Werner Mazurek a eu un fervent défenseur qui croyait en son innocence. Michael Hermann, eh bien oui, lui-même le frère d'Ursula. Michael a souligné de nombreuses failles dans la théorie du procureur. Il a réussi à semer le doute sur les preuves du magnétophone et a soutenu que l'aveu de Klaus n'aurait pas dû être utilisé. Pour réexaminer l'affaire devant le tribunal, Michael Hermann a élaboré un plan. En 2013, il a intenté une action civile réclamant près de 20 000 marks pour des problèmes de santé liés au stress causé par l'assassinat de sa sœur, ainsi qu'au procès qui a suivi. Cela signifiait que Werner pouvait retourner au tribunal une fois de plus et se battre contre le crime pour lequel il continuait d'affirmer son innocence. Tout cela faisait partie du plan de Michael. Ainsi, l'affaire a de nouveau été jugée et cette fois, Michael n'était pas le seul à soutenir Werner. Un physicien renommé à la retraite, nommé Bernard Heider, a également estimé que l'affirmation de l'expert en acoustique n'avait aucun sens et a témoigné en faveur de Werner. Une autre partisane était Barbara Zipser, une experte en écriture, qui a analysé les 2 lettres de rançon et a conclu que le ravisseur devait être un étranger, car les lettres n'étaient pas rédigées avec une grammaire suffisamment correcte pour provenir d'un habitant local. Cependant, après 2 ans devant le tribunal, les espoirs de voir Werner Mazurek libre ont été anéantis. Le tribunal a accordé à Michael une indemnisation de 7 000 marks, ce qui signifiait que le juge était d'accord avec le verdict de culpabilité initial et que Werner devait rester en prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En mars 2021,
Une confession anonyme a été envoyée à un journaliste d'un journal allemand. Dans la confession, il a été allégué qu'un lycéen et ses amis avaient commis le crime. Aucune autre lettre ni communication n'a été reçue et la police n'a pas pu poursuivre cette piste. Résultat, Werner Mazouric passera le reste de sa vie en prison. Mais des décennies plus tard, avec des preuves contestées, des aveux douteux et une correspondance acide désoxyribonucléique possible ignorée, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Une question reste sans réponse. La justice a-t-elle vraiment été rendue dans l'affaire Ursula Herrmann? Affaire complexe, les amis? Très complexe, beaucoup de zones d'ombre. Et il y a un élément ici, cette histoire d'acide désoxyribonucléique, qui semble un peu confuse, non? Qui peut embrouiller les gens. Des années plus tard, on a évalué qu'on avait trouvé là des cheveux qui étaient possiblement masculins, avec 60% de probabilité, etc. Possiblement d'une personne de sexe masculin, du même âge qu'Ursula. Avez-vous eu l'impression alors que cet endroit aurait déjà pu être un lieu de captivité, de torture ou quoi que ce soit d'autre pour un autre enfant? Cela n'a été mentionné nulle part. Mais est-ce qu'il existe un autre cas corrélé, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il s'agirait d'un assassin, d'un pervers, d'un criminel kidnappeur en série, tout à coup? Oui. Et là, je pense que cela renforce encore plus, n'est-ce pas, la question. Est-ce que justice a été rendue pour Ursula? Est-ce qu'ils ont arrêté la bonne personne? Affaire confuse, non? Compliqué, complexe, mais au ton déplorable. Je ne sais pas s'il existe d'autres cas corrélés. Mais Ursula a perdu la vie d'une manière extrêmement angoissante, cruelle, et elle a quitté ce monde à seulement 10 ans. Regarde, à chaque fois que je monte une vidéo, il y a beaucoup d'ajouts, n'est-ce pas? J'ai trouvé un site ici en allemand, d'une écrivaine, où elle donne quelques détails que je n'ai pas mentionnés ici pendant l'affaire, par exemple. Le premier, peut-être le plus important, c'est qu'en 2023, Werner est sorti, il a été libéré de prison. Et pour les enquêtes, à l'époque du crime en 1981 et 1982, pendant toute cette période. Il est dit qu'il y avait aussi un policier qui faisait l'objet d'une enquête à l'époque, un possible auteur, mais cela a été classé par une personne influente à l'époque. Enfin, et après, des années plus tard, Werner est redevenu central dans l'enquête et a été arrêté, justement à cause de ce magnétophone dont je vous ai parlé. Mais cette écrivaine ici, propriétaire de ce site, dit même qu'elle a écrit un livre sur la vie de Werner qui s'appelle Incarcéré. Elle dit qu'il a acheté ce magnétophone des années après le crime. Comme l'enquête était au point mort et que le contexte s'était refroidi, quand elle a repris, ce magnétophone qu'il avait acheté a fini par causer sa perte. La police a tenté de retrouver le vendeur, sans succès. Comme le souligne l'écrivaine, qui irait avouer à la police être le vendeur d'un magnétophone lié à une enquête pour meurtre? Un autre point ici, que j'ai peut-être déjà mentionné, mais qu'il vaut la peine de souligner, c'est que le frère d'Ursula n'a jamais cru que c'était Werner. Parce qu'il pense que le crime n'a pas été commis par une seule personne, il pense que ce crime a été planifié par plusieurs personnes. Et donc l'histoire intéressante qui a été révélée par cette écrivaine, c'est que pendant l'emprisonnement de Werner, il a fini par rencontrer ce qu'elle appelle un homme d'affaires éminent. Le nom n'a pas été révélé, évidemment. Cet homme serait en prison pour évasion fiscale, voyez-vous. Il aurait dit à Werner, avec beaucoup de conviction, la chose suivante. Je sais que tu n'as pas fait ça. Et puis, quand cette histoire a éclaté, les gens ont commencé à se demander comment ce type sait-il cela avec autant de conviction. Et puis, quand Werner est sorti de prison, c'était le 7 juin 2023. Il a reçu de façon très insolite, le même jour où il est sorti de prison, une lettre anonyme. C'est vraiment bizarre. Une lettre anonyme avec 2 adresses de personnes, et ces personnes seraient... Ensuite, on a vérifié qu'elles étaient directement liées à ce fameux homme d'affaires éminent qui avait été arrêté avec lui pour fraude fiscale. Et voici la partie la plus importante. Peut-être la partie la plus insolite, le fils de cet homme d'affaires apparaît dans les enquêtes privées du frère d'Ursula. Résumé de l'affaire, Werner est libre maintenant. Il est très affaibli, utilise un fauteuil roulant et mène une vie normale, dans la mesure du possible. Avec tout ce qui s'est passé, si le gars est innocent, c'est une destruction irréversible. Non. Il est déjà âgé maintenant, enfin.
Et alors, la question qu'on se pose est toujours la même, n'est-ce pas? Est-ce que celui qui est en liberté maintenant pourrait avoir commis le crime contre Ursula, n'est-ce pas? Enfin, à l'égard, c'est une affaire vraiment compliquée, n'est-ce pas? Totalement mystérieux, mais avec l'idée que la pauvre Ursula a payé. Mais je vous remercie de votre attention et je veux connaître votre avis à ce sujet dans les commentaires. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.